11h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, une fois n'est pas coutume, je vous emmène au musée, mais pas dans n'importe lequel. Dans le plus grand musée archéologique au monde, en tout cas c'est comme ça que le Caire le présente. Le grand musée égyptien, le GEM, qui ouvre à l'instant ses portes au public après 20 ans de travaux. Le bâtiment de tous les superlatifs, tant par les trésors qu'il abrite que par son architecture. Un musée aussi très politique au service des ambitions d'un régime et dont on va parler avec mes invités jusqu'à 10h45. Vincent Rondeau, Sarah Tonsi et Justine Babin qui est avec nous depuis le Caire. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Vincent Rondeau. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes égyptologue, directeur de recherche au CNRS, directeur honoraire du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sarah Tonsi, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à l'IEP d'Aix, en Provence, Mésopolis, centre méditerranéen de sociologie, de sciences politiques et d'histoire, et responsable pédagogique à Sciences Po Paris. Merci à vous d'être là. Et puis je salue Justine Babin. Bonjour Justine, correspondante de la rédaction de France 24 depuis le Caire, à quelques dizaines de kilomètres de là où vous vous trouvez. Justine, le plus grand musée archéologique du monde entièrement dédié à l'Égypte antique ouvre donc ses portes au public. 1,5 million de mètres carrés, 100 000 artefacts, 5 millions de personnes attendues par an, 1 milliard de dollars de budget de construction, 20 taux de travaux. C'est, je disais à l'instant, le musée de tous les superlatifs qui ouvre à l'heure où l'on se parle ses portes au public à l'instant face aux pyramides de Gizeh. On va en découvrir quelques images avec Marc Pope et on en reparle juste après. Drone, spectacle laser, orchestre symphonique et feux d'artifice. La cérémonie d'inauguration du grand musée égyptien le 1er novembre était à l'image de l'édifice même, pharaonique. Car le musée qui ouvre ses portes au public ce mardi est avant tout celui de la démesure. Il s'étend sur 500 000 mètres carrés, soit environ 70 terrains de football. Le chantier a coûté plus d'1 milliard d'euros pour un lieu qui doit accueillir 5 millions de visiteurs par an. Nous ne proposons pas une simple visite, nous offrons une expérience et cela commence dès le grand escalier sur lequel nous nous trouvons, qui raconte une histoire. Nous utilisons beaucoup de technologies, nous proposons de nombreux espaces de loisirs, notamment des restaurants et des zones commerciales entièrement dédiées au patrimoine. Au total, au fil des salles, ce sont plus de 100 000 pièces qui racontent 7000 ans d'histoire égyptienne. À l'intérieur, les autorités ont vu les choses en grand. 12 galeries, organisées par période chronologique et par thème. Et surtout, le trésor complet de Toutankhamon, réuni pour la première fois dans un même lieu. L'intégralité de l'impressionnante collection du roi Toutankhamon est exposée pour la première fois en un seul lieu, dans une salle de 7500 mètres carrés. Tous les objets du musée sont présentés grâce aux technologies les plus récentes, offrant ainsi une expérience encore plus immersive. La construction du musée se veut également durable. Les technologies utilisées permettent de réduire de 60% sa consommation d'énergie et d'économiser un tiers de l'eau grâce à une architecture adaptée au climat et à un toit réfléchissant. Voilà pour le fond et la forme. Justine Babin, vous êtes au Caire pour Parlons-en. Vous avez pu visiter ce musée en avant-première, avant qu'il n'ouvre ses portes au public aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe les premières minutes où on arrive à l'intérieur ? Alors on est tout de suite très impressionné par ce musée avec ses plafonds de 25 mètres de haut. On arrive d'abord dans le hall où nous accueille la grande statue monumentale de Ramsès II qui a dû être installée avant de poser le toit du musée en raison de sa taille. Et puis ensuite, après, on emprunte les grands escaliers avec de nombreuses statues de l'Égypte antique. Et en haut de l'escalier, on a une vue superbe donc sur les pyramides. C'était un peu le but de l'agence d'architecture irlandaise qui a conçu ce projet. C'était en quelque sorte, avec cette grande baie vitrée, d'intégrer les pyramides comme des pièces à part entière du musée. Vincent Rondeau, vous aussi, vous avez pu visiter ce musée il y a quelques mois. Vous n'avez pas pu, on va en reparler bien sûr, voir l'un des trésors que vous connaissez par cœur, bien sûr, qui est la salle consacrée à Toutankhamon. Mais qu'est-ce qui vous a saisi, vous, quand vous y êtes entré ? Moi, d'abord, la taille, en effet, comme ça vient d'être dit,
C'est très impressionnant, très sidérant. On a l'habitude d'utiliser l'adjectif pharaonique pour décrire les projets gigantesques, mais c'est à cette échelle-là qu'on est en effet. Le colosse de Ramsès II qui est à l'entrée du musée, sous les 25 mètres de haut de la toiture, paraît pas petit, n'exagérons pas, mais reprend une dimension de statue. Et puis ensuite, évidemment, les 36 000 mètres carrés d'exposition des galeries permanentes, c'est un plongeon littéralement dans toute l'histoire égyptienne. C'est de ce point de vue-là très, très impressionnant. Le choix de mettre cette statue que l'on voit à l'antenne là, de Ramsès II dans l'entrée comme le premier élément que l'on voit en arrivant, il est évidemment très symbolique. Ramsès II, c'est le plus grand souverain d'Égypte. Absolument, c'est le plus grand souverain d'Égypte. Je trouve étonnant l'histoire à des tours comme ça. Ramsès II, sa mémoire avait disparu du souvenir des hommes avant qu'on comprenne les hiéroglyphes. Et c'est véritablement l'égyptologie qui a redonné à ce pharaon, qui a été le plus grand certainement. Bon, il y a eu Aménophis III, il y en a eu d'autres, mais oui, ça a été le plus grand, lui a redonné une vie qu'il avait perdue. C'est intéressant ce que vous dites sur l'ambition aussi, qui est ce musée qui n'est pas qu'un musée, mais qui se veut aussi un centre de recherche. On va y revenir dans un instant. Justine Babin, je reviens vers vous parce que vous devez nous quitter dans quelques minutes. Est-ce que l'attente des Égyptiens et des habitants du Caire en particulier est grande vis-à-vis de ce musée, ou on se dit plutôt, là où vous êtes, que c'est un musée pour les visiteurs étrangers ? Nous, effectivement, il y a aussi une grande attente et une grande fierté de la part des Égyptiens de voir enfin ce projet aboutir après tant d'années, et aussi, reprenant le discours officiel, de voir que leur pays est capable de restaurer, stocker, protéger et exposer son propre patrimoine. Donc effectivement, il y a une attente. D'ailleurs, le nombre de visiteurs devrait doubler dans ce musée, de 6 000 à 15 000 visiteurs selon l'opérateur du musée, qui n'a pas expliqué vraiment la répartition attendue entre touristes étrangers et population locale. Après, il faut quand même dire qu'il y a aussi des avis plus contrastés, puisque ce musée a coûté plus d'1 milliard d'euros et l'Égypte a dû s'endetter pour le financer. Donc certains Égyptiens se demandent si c'était vraiment la priorité, d'autant plus que plus de 2/3 de la population, selon des chiffres un peu anciens, vivent sous le seuil de pauvreté. Et par ailleurs, le ticket d'entrée va coûter 200 guinées pour les Égyptiens, donc c'est l'équivalent de moins de 4 euros. Par rapport au ticket pour les étrangers qui va coûter environ 26 euros, ça peut sembler relativement peu, mais il faut rappeler que le salaire minimum dans le secteur privé en Égypte officiellement est de l'équivalent de 130 euros par mois. Donc faire une sortie familiale au musée, c'est quand même un budget important. Et d'un mot, Justine, avant de vous quitter, que va devenir le musée de la place Tahrir, qui avait aussi ses passionnés parce qu'il était certes désuet, mais il était assez extraordinaire dans la façon dont il présentait les joyaux égyptiens? Effectivement, là, toute la question, c'est de savoir aussi que va devenir le musée historique de la place Tahrir, qui lui accueillait environ 5 000 aussi à 6 000 visiteurs par jour dernièrement. Et il vient de perdre le clou du spectacle, qui était le trésor de Toutankhamon. Donc c'est aussi un sujet de préoccupation pour les opérateurs de ce musée, qui se demandent comment ils vont réussir à avoir une offre qui permette toujours d'attirer un peu ces touristes étrangers. Merci beaucoup Justine, vous étiez avec nous depuis le Caire. Avant de vous donner la parole, Sarah Tonsi, dans un instant, vous aviez un attachement au vieux musée de la place Tahrir, Vincent Rondeau? Oui, la réponse est oui. Ce musée, avec tous ses défauts, mais avec toute sa tradition d'accueil de chercheurs, d'accueil de visiteurs, ça va s'en dire, mais d'accueil de chercheurs, avec les discussions avec nos collègues égyptiens. Moi, j'ai connu plusieurs des directeurs successifs de ce musée. Et puis, c'est le musée historique, 1902. Il a été construit précisément pour, on pourrait le dire aujourd'hui, pour anticiper ce que serait le musée d'aujourd'hui. Sarah Tonsi, on l'a dit, ces 20 ans de travaux, de réflexion, de tergiversation, l'histoire égyptienne a été particulièrement intense ces 20 dernières années. Il y a eu bien sûr la révolution au début des années 2010. Justine Babin rappelait à l'instant la situation économique de l'Égypte qui n'est pas florissante. Le coût de ce musée, 1 milliard d'euros, 800
5 millions prêtés par le Japon, je crois. Pourquoi le Japon? Et est-ce que ce faisant, l'Égypte s'est endettée sur l'avenir, pensant que ce musée allait vraiment être la façon de redynamiser le tourisme? C'est dans la continuité du discours justement officiel que ce musée se met en place. Il y a le côté de dette, mais c'est considéré en tant que cadeau au monde, pour réitérer le discours du président égyptien. Ce cadeau, l'inauguration. Oui, tout à fait. Et ce cadeau coûtait cher, 1,2 milliard de dollars, dont 750 d'un prêt par le Japon. Pourquoi le Japon? Pourquoi le Japon? Ça fait partie des investissements qui viennent de l'Asie depuis des années maintenant, depuis notamment 2016, et c'est dans la continuité de ces investissements et cette présence également dans la région, mais notamment également en Égypte, dans le cadre des projets et des investissements d'ordre immobilier en Égypte. Je le disais, le secteur touristique égyptien a été mis à mal depuis la révolution de 2011. Ça reprend progressivement. Est-ce qu'un musée peut être vraiment comme ça un activateur d'augmentation de visites? Tout à fait, ça peut générer un rajeunissement un peu du secteur qui reste un peu mourant maintenant avec tout ce qui se passe dans la région. Ça génère aussi pas mal de disponibilité de travail pour les citoyens, pour la population. Il y a également juste la partie en lien peut-être avec la crise économique qui reste très importante depuis une dizaine d'années, voire plus. Il y a cet lien entre le développement de ce projet pour faire sortir un peu le pays de la crise, dans la continuité justement de peut-être un autre projet, donc le nouveau Suez Canal, juste après la prise de pouvoir de Sisi en 2016. Ça fait partie de continuité de tels projets pour essayer de faire sortir le pays de la crise économique. Les joyaux, on le disait, Vincent Rondeau, le joyau de ce musée, c'est l'exposition des trésors de la tombe de Toutankhamon, découverte en 1922. Je crois que c'est la première fois que tout est présenté au même endroit, au même moment. Ça, c'est un moment assez fort dans l'histoire de l'égyptologie. Oui, ça fait partie des mots d'ordre du projet de ce musée, c'est de pouvoir réunir dans un même lieu. Ils ont prévu 7000 mètres carrés, ce qui est considérable, tout à fait considérable, de réunir tous les objets qui étaient dans la tombe de Toutankhamon. Parce qu'il y a une chose qui sidère tout le monde, on a tous en tête ces images des objets entassés dans 3 pièces. Au moment de la découverte de la tombe. Au moment de la découverte. Et du coup, là, ils sont littéralement déployés. Quelques objets, notamment, et pas les moindres, puisqu'il y avait un sarcophage, un des 3 sarcophages en or qui était resté dans la tombe. Il y avait quelques objets au musée de Luxor, etc., etc. Ces objets ont été regroupés, ajoutés au reste du mobilier funéraire, pour être tous exposés ensemble et magnifier, continuer, on pourrait dire, à magnifier à la fois la découverte, le mobilier, et puis cette démonstration finalement. La légende dit que les pharaons sont couverts d'or. On trouve la tombe de Toutankhamon, il est couvert d'or. C'est une démonstration incroyable. Et c'est aussi, Sarah Tonsi, ce Toutankhamon, une manne d'or pour l'Égypte de 2025 dingue. Il y a eu une grande exposition sur Toutankhamon qui a fait une tournée mondiale, dont je crois une partie des bénéfices a servi aussi au budget de ce musée. C'est quand même dingue que ce pharaon qui a régné quand, Toutankhamon? Oui, il a régné 10 ans, enfin un peu plus. Il a régné quand en 1300 avant Jésus-Christ.
voilà, il est aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs de l'Égypte de 2025, Toutankhamon. Tout à fait. C'est dans la continuité du régime actuel de mettre en œuvre l'histoire, la partie historique ou l'Égypte ancienne pour démontrer le lien avec l'humanité plus globalement, et non pas un lien avec un régime spécifique ou une idée spécifique plus récente. Est-ce qu'il y aurait une tentation de la part du président égyptien de se sentir d'une certaine façon un peu lui-même pharaon ? Je ne pense pas. Il est maintenant c'est son 3e mandat justement. Cette dernière période de mise en place de successeurs, je ne pense pas qu'il va procéder ainsi. Dans tous les cas, il a vraiment dit ça dans son dernier discours lors de la prise de pouvoir. Autre trésor, Vincent Rondeau, que montre ce grand musée égyptien à la barque du roi Khéops, découverte en 1954, 43 mètres de long. Là, vous l'avez vu quand vous y êtes allé ? Oui, c'était une de mes promenades préférées parce que les plus poétiques à Giza, à l'époque, elle était installée dans un bâtiment spécialement conçu pour elle au pied de la pyramide, au-dessus de la fosse dans laquelle elle avait été démontée et enfouie. Et c'est un bateau, mais d'une beauté absolue. Enfin, les lignes sont parfaites. Et pourquoi est-ce qu'il est si important dans l'histoire de l'Égypte ancienne, ce bateau ? Parce qu'il faisait partie du trousseau funéraire du roi Khéops, du pharaon Khéops, parce que il a été retrouvé intact. La richesse du sol égyptien est proprement confondante. Et parce qu'on a devant nous la matérialisation de cette conception du voyage du soleil qui parcourt le ciel diurne et puis le ciel nocturne et puis inlassablement dans cette barque avec tous les dieux qui accompagnent le dieu du soleil. Tout ça suffit, si vous voulez. On n'a pas besoin d'être égyptologue pour succomber, quoi. Le musée, donc, qui ouvre totalement ses portes aujourd'hui au Caire, il y a eu la cérémonie d'ouverture ce week-end. Alors, à l'image de l'envergure du bâtiment, ça a été titanesque. Il y a eu des dizaines de délégations du monde entier. Il y a eu un balai de drones dans le ciel au-dessus des pyramides de Gizeh. Bon, c'était tout à fait à la hauteur de l'événement. Et vous l'avez dit, le président Sisi a eu ce discours disant « Nous, les Égyptiens, ce n'est pas notre patrimoine, c'est le patrimoine de l'humanité, et ça fait partie de notre mission à nous que de non seulement montrer ce patrimoine, mais aussi de lui trouver un écrin à la hauteur de sa valeur. Et ce faisant, il y a bien sûr une ambition géopolitique. L'Égypte vient d'ailleurs de conclure une séquence assez importante. Il y a eu l'élection du nouveau directeur général de l'UNESCO qui est égyptien. Il y a eu les discussions à Sharm el-Sheikh concernant le Proche-Orient. L'Égypte est dans une période importante là. C'est une période très importante de maintien de position dans la région, et ça reste aussi dans le discours du président El-Sisi de maintenir la paix, l'amour et la coopération internationale, pour réitérer ces mots, dans le discours qu'il a eu le 13 octobre à Sharm el-Sheikh, et également dans l'occasion de l'ouverture du musée. C'est dans la continuité de son discours, c'est dans la continuité aussi de la présence de l'Égypte dans la région et la restauration de l'Égypte dans la région en tant que pouvoir non seulement politique, mais aussi un pouvoir de l'humanité. Un musée, c'est forcément très politique ? Forcément. L'Égypte va peut-être redevenir le centre de l'égyptologie, a dit le ministre égyptien du tourisme. C'est pas simplement, je le disais, l'occasion de présenter des joyaux. C'est aussi pour les Égyptiens le moment de la démonstration de la réappropriation de leur patrimoine. Oui, alors je ne sais pas si c'est le terme réappropriation qui... les Égyptiens de tradition sont les gestionnaires du patrimoine du pays. Ça, c'est un truisme, une évidence. Et je pense que c'est ça qui est aussi proclamé, notamment à travers
l'insistance qui est mise sur la création de ces laboratoires de restauration. Donc une vingtaine de laboratoires spécialisés. Absolument, chacun par un matériau. Je les ai visités avec leur ancien directeur Tarek Taoufik. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ces laboratoires? Il faut conserver les objets eux-mêmes. La richesse du sol a pour conséquence, évidemment, notre émerveillement, mais également une charge d'entretien et de conservation des objets qui est gigantesque. Parce que c'est des objets de tous les matériaux, si vous voulez, du métal, des objets putrescibles, des tissus, du bois... Mais on peut citer tous les matériaux et toutes les techniques. Parce que pour ceux qui ne sont pas coutumiers du fait, un objet si ancien, si on ne s'en occupe pas, il va se détériorer de lui-même. Absolument, absolument. Et les conservateurs ont pour charge d'entretenir cette vigilance et de décider ensuite, en fonction de l'état constaté des objets, on le restaure pas, on peut le restaurer, on ne peut pas, etc., etc. Et c'est une occupation constante, qu'on soit en Égypte ou au Louvre. C'est le même devoir, le même... Donc là, il y a une réaffirmation par l'Égypte. Parce qu'il y a les laboratoires du Grand Egyptian Museum, mais il y a également les laboratoires du Musée national de la civilisation égyptienne, qui sont presque aussi grands. Et on comprend qu'avec ces deux séries de laboratoires, l'Égypte s'est donné les moyens de préserver le patrimoine dont elle a la charge. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de ramener l'égyptologie à la maison, ou en tout cas avec des laboratoires de pointe, avec des moyens, avec peut-être plus d'ambition que c'était le cas jusqu'ici. Tout à fait, et je pense que ça fait partie de but principal de régime, de vraiment instaurer cette civilisation et la partie historique de l'Égypte et la mettre en avant dans la coopération internationale et également dans le discours national pour permettre justement le revivement de cette histoire. L'Égypte, comme d'autres pays au patrimoine historique très riche, on peut penser à la Grèce, réclame, vous n'êtes pas sans le savoir bien sûr, Vincent Rondeau, à corps et à cri depuis longtemps, le retour de pièces qu'elle qualifie d'inestimables, le buste de Néfertiti qui est à Berlin, la pierre de Rosette qui est à Londres, le zodiaque de Dendera à Paris. Est-ce que, comme on l'a vu avec des œuvres d'art africaines qui ont été rendues ou sont en passe d'être rendues à plusieurs pays africains après la restitution du rapport Sarr-Savoy, ces pièces, effectivement, un jour, reprendront le chemin de l'Égypte, le faut-il ? Je n'ai vraiment... Je pense que cette question-là... va continuer à nous faire discuter et envisager les différentes possibilités. Ma préoccupation dans toute cette affaire, c'est que on pense bien à ce qu'a été l'histoire de chacun de ces monuments. Il y a des raccourcis qui sont faits aujourd'hui qui invitent à la réflexion, qui invitent à dépassionner le débat là-dessus. Quel raccourci ? De dire qu'ils ont été arrachés à leur lieu d'origine, si vous voulez. Et comparé avec les objets du Bénin, déjà nous met dans une situation un peu ambiguë, puisque là, il y avait... Qui ont été spoliés pendant la colonisation française. Et puis, disons que c'était un fait militaire là, de mise à sac d'un palais royal. On est dans une situation qui est... avec les objets que vous venez de citer, on est dans l'histoire de la découverte de l'ancienne Égypte. Et on oublie beaucoup, finalement, ce qu'a été le rôle du gouvernement égyptien à ces époques-là. Mehemet Ali, qui était le wali d'Égypte et qui avait une ambition considérable pour son pays, qui l'a modernisé, a compris très vite que cet intérêt nouveau de l'Occident pour l'étude, non pas pour l'Égypte ancienne, mais pour son étude, allait pouvoir être un outil très puissant de sa diplomatie. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte et ne pas oublier dans les discussions qu'on aura dans le futur.
Comme quoi l'histoire est un éternel quand même recommencement. Mais quelques mots de ce zodiaque de Dendera qui est au Louvre aujourd'hui. Racontez-nous à quoi il ressemble et pourquoi il est important dans l'histoire. Ah oui, l'histoire est passionnante. Il est découvert... C'est un bas-relief, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'est un bas-relief qui était au plafond d'une chapelle et qui a été découvert par le corps expéditionnaire de l'expédition de Bonaparte qui était lancé à la poursuite des Mamelouks jusqu'à Philae. Donc il y avait un corps expéditionnaire militaire réduit, mais quelques savants également dans l'équipe. Et en passant par Dendera, ils voient ce zodiaque. Et leur premier réflexe a été de comprendre qu'un ciel, avec toutes les constellations, tous les phénomènes célestes représentés, serait la possibilité de dater la civilisation égyptienne. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais à l'époque de Bonaparte, on a perdu toute idée de datation. On peut dire 10 000 avant Jésus-Christ, 750 avant Jésus-Christ, on ne sait pas. Et du coup, le zodiaque de Dendera, on le comprend, devient un enjeu considérable. Il se trouve que Dominique Vivant-Denon, qui fait partie de ce corps expéditionnaire, fait une copie par dessin de ce zodiaque. Et comme il publie très vite son voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, le dessin du zodiaque est dans les mains d'astronomes, de savants. Il y a un nombre de publications phénoménales sur ce zodiaque. Et c'est comme ça que l'idée, si vous voulez, parce que entre un dessin avec toutes ces erreurs et puis la photo n'a pas été inventée, et l'objet lui-même et les sources qui va permettre de... La décision est prise de demander au wali d'Égypte, à Mehemet Ali, la possibilité de découper le zodiaque et de l'emporter en France. Enfin, c'est les Français qui le demandent. On est en 1820. C'est en 1821 que la chose se produit, que la mission de dépose du bas-relief de ce plafond est engagée, donc un an avant que Champollion comprenne les hiéroglyphes. Et évidemment, ça crée énormément d'intérêt, de passion, et notamment, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre auprès du pape Léon XII, qui, lui, est assez conservateur et qui est très inquiet de voir que cette datation, grâce au zodiaque de la civilisation égyptienne, risque de mettre en jeu la datation biblique, et notamment la date du déluge, qui est une date solide. Du moins, c'est là-dessus que la société vit, la date solide il y a antédiluvien, on parle d'antédiluvien. Et du coup... Champollion, le jeune Champollion qui étudie les obélisques de Rome, se retrouve convoqué par le pape et il lui demande « Donnez-moi votre hypothèse de datation sur ce zodiaque ». Et Champollion est très savant et très, pas malin si vous voulez, mais tactique dans cette affaire, parce que au lieu de répondre astronomiquement parlant, ce que des collègues astronomes ont fait avec des résultats tout à fait différents les uns des autres, lui, il répond archéologiquement. Grâce aux hiéroglyphes, il sait que les cartouches repérées le mettent aux alentours du tournant de l'ère, aux alentours de l'an 0. Et il donne une date. Bon, il se trompe de 100 ans, mais c'est pas grave, il donne une date qui rassure tout à fait le pape. Et ça, c'est un événement socialement et diplomatiquement considérable à l'époque. La civilisation égyptienne ne met pas en danger les datations de la Bible. L'égyptologie est une diplomatie et c'était déjà le cas il y a plus d'un siècle précisément. La présence de ce zodiaque de Dendera au Louvre à Paris, celle de la pierre de Rosette à Londres au British Museum. Quelle place dans la discussion publique aujourd'hui en Égypte, cette revendication égyptienne, comme les Grecs l'ont avec les frises du Parthénon, quelle place est-ce que ça a dans la discussion aujourd'hui en Égypte ? Au niveau de la population, il y a notamment un discours qui est autour de la reprise de ce qui appartenait historiquement à l'Égypte, mais il y a également le discours officiel de ce cadeau ou de cette présence de l'ordre de l'humanité, le partage de la civilisation égyptienne avec le monde. Donc il y a une rupture certainement entre le
discours de la population et le discours étatique, mais c'est dans la continuité aussi de les enjeux entre l'État et la société. Est-ce que la mise en avant, grâce à ce musée et tous les fonds qu'on a évoqués, dépensés pour sa construction, son ouverture, est-ce qu'il y a un revers de la médaille? Est-ce que, en mettant l'accent sur l'histoire de l'Égypte ancienne, l'Égypte d'aujourd'hui balaie ou en tout cas ne donne pas autant d'importance à l'ensemble du reste de son histoire et ce faisant se détourne aussi d'une partie de son histoire et de son patrimoine? On évoquait ce matin dans la revue de presse, dans le journal, des bâtiments qui sont laissés à l'abandon, des bâtiments qui datent du 19e, 18e siècle, au détriment, en faveur plutôt de l'histoire de l'Égypte ancienne. Oui, tout à fait. Et ça a été fait également pour la parade, par exemple, de 2021, la parade dorée des pharaons en 2021. C'est dans la continuité. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Oui. C'était la parade de déplacement des momies de pharaons en 2021, qui a entamé toute une destruction autour de la place où la parade passait, justement, pour arriver à la place Tahrir, où il y avait vraiment cette mise en œuvre aussi de la grandeur de l'Égypte, de la richesse de l'histoire et de la continuité de l'humanité. Et ça continue un peu avec l'ouverture de ce musée. Donc, pour revenir à votre question, oui, certainement, il y a en partie une destruction et des bâtiments qui sont laissés de côté, mais les yeux tournent vraiment vers ce musée, avec notamment une fête nationale aussi déclarée pour le 1er novembre, pour laisser les gens, pour que les gens restent chez eux, par exemple, pour regarder le grandeur de l'Égypte et l'ouverture du musée. Est-ce que quand on est directeur honoraire du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, on voit d'un bon œil l'ouverture d'un musée comme celui qui ouvre grand ses portes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a nécessairement une forme de concurrence ou est-ce que dans l'ensemble des propositions de musées dans le monde, tous ces musées se répondent et se complètent? Oui, c'est la deuxième partie de votre question qui est la réponse. Les musées se complètent absolument. Et des musées, si vous voulez, c'est à la fois un classement, une présentation au public et un discours qui est tenu au public. On ne présente pas tout à fait la civilisation égyptienne de la même façon à Berlin qu'à Londres, qu'à Paris ou qu'au Caire. À chaque fois, il y a un discours, on ne va pas le qualifier de national, mais un discours civilisationnel, bien sûr, qui est attaché à ces muséographies. Donc on se complète. Et puis, si vous voulez, le travail du côté égyptologique, bien sûr, mais le travail entre les musées, il est constant. On a constamment besoin de photos, d'aller étudier, de regarder. Parfois, il y a des raccords, on veut les vérifier. Enfin, c'est ça un des côtés passionnants de la vie entre les musées. Vous savez, moi, vous m'avez demandé, lors de ma visite dans les grandes salles, les 36 000 mètres carrés, tout à fait impressionnant. Vous avez vu des pièces que vous n'aviez jamais vues ou vous connaissiez tout déjà? Mais justement, je disais, ah mais il est là, lui. Ah mais elle est là, elle, devant des statues que je ne connaissais que par des photos noires et blancs dans des publications. Donc vous avez vous aussi découvert des choses. Et là, c'est un plaisir extraordinaire, quoi, de voir la qualité de la muséographie pour présenter ces objets qui désormais sont classés, décrits, compris. C'est ça qui est intéressant. Et on peut avoir un discours d'une grande richesse auprès du public. D'ailleurs, j'imagine qu'il n'est pas exclu qu'entre ces musées, il y ait des prêts, des circulations. Ça, c'est vraiment ce à quoi il faut travailler. C'est passionnant, les prêts comme ça.
Là-dessus, Sarah Tonti, sur la concurrence, c'est intéressant, sur aussi le fait qu'un musée ait, d'une certaine façon, la présentation d'un récit national. On ne raconte pas l'Égypte ancienne au Caire, comme on la raconte en France, où j'imagine qu'on insiste plus sur l'apport de l'égyptologie française dans la découverte de l'Égypte ancienne qu'au Caire, nécessairement. Tout à fait, et je pense que l'idée maintenant, c'est de vraiment raconter l'histoire et raconter l'histoire de l'Égypte à travers peut-être des prêts ou de partage, comme vous l'avez évoqué aussi, monsieur. Il y a une partie de coopération internationale qui vient de s'instaurer aussi dans les discours de l'État, qui reste très intéressant à explorer par la suite et voir où ça amène toute cette partie de l'histoire et comment ça va être partagé avec le monde. Oui, là-dessus, Vincent Rondeau, sur la coopération, c'est comme ça aussi que l'histoire avance et qu'on progresse. Absolument, mais c'est vrai. Et je dirais que c'est vrai de tous les patrimoines. Hein. Le patrimoine français est étudié par des Américains, je ne mentionne que parce que me vient à l'esprit leur spécialisation sur Notre-Dame, par exemple, des choses comme ça. Oui, c'est des... Et les autorités égyptiennes l'ont très bien dit, c'est un cadeau au monde. L'Égypte, historiquement parlant, enfin de tradition, est un cadeau au monde. La civilisation pharaonique, j'entends. C'est Hérodote qui avait qualifié l'Égypte de don du Nil, donc il y a la notion de don qui est constamment... Bartholdi, avant de faire la statue de la liberté à New York, avait pensé faire une statue à l'entrée du canal de Suez de l'Égypte apportant la lumière au monde. Donc on est constamment dans cette image-là qui est ravivée aujourd'hui avec ce Grand Egyptian Museum qui se présente comme un don de la civilisation pharaonique. Est-ce qu'aujourd'hui, les collections du Louvre sont quoi, les plus importantes au monde après celles qui sont en Égypte, ou quoi, en concurrence avec celles du British Museum? S'il y a une concurrence, je pense qu'elle on a quand même envie d'être d'en être. Quoi. C'est une des plus belles collections, c'est sûr, mais qui est au même niveau, si vous me permettez d'employer cette expression, qui est pas avec le musée de Turin, qui a été le premier, 1824, Museo Egizio de Turin, 1827 pour le musée de la collection égyptienne du musée du Louvre, le musée Charles X. Et puis ensuite, évidemment, le British Museum, Berlin, mais qui viennent juste un peu après, ou qui sont en tout cas contemporains. Et puis j'en oublie, et on pourrait citer Leiden, on pourrait citer énormément de... Boston, mais qui viennent plus tard. Les musées américains sont, eux, de tradition beaucoup plus... leurs collections sont issues des fouilles et non plus de l'achat de ces grandes collections qui avaient suivi l'expédition de Bonaparte, ce qu'on appelle l'époque des consuls, qui va de 1800 à 1820 à peu près. Tout ça se tient dans un mouchoir de poche. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment la civilisation pharaonique a littéralement brisé ses frontières à un moment donné, dans un très court espace de temps, pour obtenir le résultat aujourd'hui d'un tourisme qui est deuxième ressource nationale. Enfin, et puis d'une fascination encore exercée plus de 2000 ans après, enfin des millénaires après la fin de l'Égypte ancienne. Pendant qu'on parle de culture, pendant qu'on parle de musée, on parle quand même pas beaucoup de politique intérieure égyptienne. On évoquait la figure d'Al-Sisi. Ce faisant, il marche un peu dans les pas d'Hosni Moubarak, qui avait fait aussi de l'histoire égyptienne un symbole de puissance. Il y a quelque chose là aussi dans la politique intérieure égyptienne qui se reproduit. Il y a quand même une ligne directrice. Il y a une ligne directrice, certainement, mais il y a également une rupture avec le discours de Hosni Moubarak et avec le retour un peu de l'Égypte ancienne. Dans quel sens ? Dans le sens
que Moubarak gardait aussi le lien assez fort avec la religion au niveau de son discours, ce qui n'est pas forcément le cas avec El-Sisi dans son discours, surtout au niveau international et également au niveau national, de garder vraiment une distance avec la religion et peut-être prendre une posture un peu de, pas forcément de laïcité, mais de éloignement avec l'idée d'avoir une religion de l'État. Mais là, on s'éloigne un peu du rapport à l'Égypte ancienne, du coup. Ça s'éloigne un peu avec le rapport avec l'Égypte ancienne, mais non, certainement pas, parce que ça renforce le lien avec l'Égypte ancienne dans le sens où il y a un retour de la continuité de l'humanité, l'idée de la civilisation égyptienne, qui est en rupture forcément avec l'idée de la religion et de la mise en place l'espace de la religion dans le discours de l'État. Vincent Rondeau, on arrive au terme de cette émission. J'imagine que pour l'égyptologue que vous êtes, l'ouverture d'un musée comme celui-ci, ça n'arrive pas si souvent dans une carrière, même si ce n'est pas celui de son pays. On sent quand même un enthousiasme inébranlable dans votre rapport à la chose. Oui, parce que je dirais, si vous voulez, que c'est le témoignage de la part du gouvernement égyptien de ses prérogatives sur son patrimoine, j'entends sur le patrimoine territorial, et ça c'est très important. Et puis parce que ce sera une étape, forcément une étape, de la progression de cette science humaine qu'est l'égyptologie. Ça c'est remarquable. Et ça n'enlève rien, Sarah Tonsi, à la situation politique actuelle. Ça fait une parenthèse, mais la situation de l'Égypte reste compliquée. On a évoqué la crise économique notamment, qui est une réalité peut-être plus prégnante pour la population égyptienne que la visite de ce musée, aussi beau soit-il. Tout à fait. La crise économique reste très présente, très conséquente en Égypte, et ce projet est coûteux pour les Égyptiens, surtout qui regardent ça avec sa grandeur et le côté impressionnant du musée, mais également qui se demandent quand est-ce que ça va revenir vers la population. Ce qui a été vu également avec, par exemple, l'ouverture de Suez Canal, la seconde partie de Suez Canal à l'arrivée de Sisi au pouvoir, et avec la baisse de revenus justement de Suez Canal dans ces dernières années à cause de la guerre. Du canal de Suez. En tout cas, l'Égypte a accueilli un nombre record de 15 millions de visiteurs en 2024. Elle vise 30 millions pour 2030, dont plusieurs de ces millions censément aller voir ce musée du Caire. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parlons-en. Vincent Rondeau, une pensée pour les équipes du Louvre, que l'on sait bien sûr très affectées par le récent cambriolage, et on leur souhaite des jours meilleurs. Merci encore Sarah Tonsi, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Je salue à nouveau Justine Babin qui était avec nous tout à l'heure depuis le Caire, une émission à revoir en replay ou à réécouter en podcast si le cœur vous en dit. En attendant d'aller au Caire un jour, on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.